Bon, ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la section 3.4 du livre de physique XXI, tome A, mécanique. La section 3.4, elle s'appelle le principe de conservation de l'énergie. Oui, voilà. D'accord. Oui, le principe de conservation d'énergie, la section 3.4, c'est évidemment la suite directe des trois premières sections qu'on a vues, section 3.1, 3.2 et 3.3. Vous allez voir que dans le fond, la section 3.4, c'est juste une espèce de mise en commun de tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Euh, donc vous allez voir là, si on résume là, vite vite ce qu'on avait fait. À la section 3.1, on a vu un truc là qui s'appelait le principe, le théorème de l'énergie cinétique, okay, qui disait que l'énergie cinétique finale d'un objet c'était égal à son énergie cinétique initiale plus le travail total qui s'effectue sur cet objet-là. Et ce qu'on disait, c'est que à chaque fois qu'il y a une force qui s'applique sur un objet, ben, la force peut exercer un travail sur cet objet-là. Donc le travail total, c'était la somme de tous les travaux individuels là, qui sont exercés, qui sont effectués sur notre objet. Fait que si on a par exemple un objet sur lequel il y a trois forces qui s'appliquent, ben, chacune de ces trois forces-là pourrait faire un travail. Donc on pourrait avoir trois travaux différents à calculer. Et quand on additionne ensemble là, ces trois travaux-là, ça nous donnerait le travail total. Okay. Ça, c'est ce qu'on avait vu à la section 3.1. À la section 3.2, on a vu que le travail qui est exercé par un ressort, c'est tout simplement égal à la différence des deux énergies potentielles du ressort. Et l'énergie potentielle du ressort, c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. Et à la section 3.3, on a vu qu'il y avait de l'énergie potentielle gravitationnelle, qu'on peut définir comme étant m fois g fois y, et que le travail qui est exercé par la force de gravité dans une situation où un objet change de hauteur, là, ça va être le changement d'énergie potentielle comme ça, UGI moins UGF. Donc ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a un travail total qui peut être exercé sur un objet. Ce travail total-là, ça pourrait être un travail qui est exercé par une force de ressort, plus un travail qui est exercé par une force de gravité, plus un terme qu'on va appeler WA pour l'instant, mais vous allez voir, ça va changer bientôt. Là. WA, ce serait pour les autres travaux, hein, pour les travaux autres. Là. Le A, ça veut dire autre. Fait qu'on pourrait écrire ça comme ça. Et sachant que le travail qui est fait par un ressort, c'est égal à URI moins URF, donc la différence des deux énergies cinétiques, deux énergies potentielles, pardon, deux énergies potentielles du ressort, qu'on a vu à la section 3.2, et que le travail accompli par la gravité, c'est juste UGI moins UGF. On peut remplacer le WR par ça ici, WG par ça ici, et on va avoir, bon, un gros terme comme ça. Les termes d'énergie négative, on peut les ramener à gauche de notre côté de l'égalité, et ce qu'on remarque, c'est que ça va nous donner ça comme ça. KF plus URF plus UGF est égal à KI plus URI plus UGI plus les autres travaux. Okay. Donc, on a vraiment quelque chose, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques et potentielles finales égale la somme de toutes les énergies cinétiques et potentielles initiales plus les autres travaux qui vont être exercés par d'autres forces, okay? Des tensions, des normales, des personnes qui vont pousser ou tirer sur les objets, ainsi de suite. Dans la section 3.4, on définit quelque chose qu'on appelle l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est par définition la somme de l'énergie cinétique et de toutes les formes d'énergie potentielle. Donc on dit que l'énergie mécanique, qu'on appelle E, ça va être égal à K plus U. Donc c'est l'énergie cinétique d'un objet plus la somme de toutes les énergies potentielles. Donc ça veut dire que c'est l'énergie potentielle du ressort plus l'énergie potentielle de la gravité. Donc en adoptant cette définition-là, la grosse équation qu'on a ici qui contient plein de termes, là, ben, comme que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus la somme des énergies potentielles. Ça ici, là, on pourrait appeler ça juste EF, parce que c'est l'énergie cinétique finale plus la somme de toutes les énergies potentielles finales. Donc ces trois choses-là ici, c'est juste EF. Et pareillement, ces trois choses-là ici, les trois premiers termes, c'est juste EI. Donc on pourrait dire que EF est égal à EI plus WA, parce que l'énergie E, ça inclut l'énergie cinétique plus la somme de toutes les énergies potentielles qu'on connaît. On pourrait l'écrire comme ça.
ce serait presque correct. Dans le livre, à la section 3.4, l'équation principale de la section 3.4, c'est pas ça ici vraiment, c'est plutôt ça ici. F est égal à EI plus WNC. On a juste changé WA par WNC. Qu'est-ce que ça veut dire le WNC? Ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est ce qu'on appelle le travail des forces non conservatives. Donc, c'est un peu un détail, c'est pas moi, je peux dire, c'est pas si important que ça là, de savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Là. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais sachez que dans la nature, il y a comme deux sortes de forces. Il y a des forces qui s'appellent des forces conservatives et il y a des forces qui s'appellent des forces non conservatives. C'est ça que ça va vouloir signifier le NC. Des forces conservatives, c'est des forces pour lesquelles il est possible de définir une énergie potentielle. Okay? Et pourquoi il y a certaines forces pour lesquelles c'est possible de définir une énergie potentielle? Ben, c'est des forces qui ont une certaine caractéristique un peu spéciale qui fait en sorte que quand on prend un objet puis on le déplace d'un point A à un point B, si on s'intéresse au travail qu'une certaine force a exercé pendant que l'objet s'est déplacé du point A au point B, si la force est conservative, ça veut dire que le travail que cette force-là va exercer sur notre objet qui se déplace du point A au point B, ce travail-là ne va pas dépendre de la trajectoire exacte, de la trajectoire spécifique là, qui a été suivie pour passer du point A au point B. Par exemple, une force qu'on connaît, qui est une force conservative, c'est la force de gravité. Okay? La force de gravité, c'est une force conservative. Et justement, une force conservative, c'est une force pour laquelle il est possible de définir une énergie potentielle. Et on sait justement que pour la force de gravité, ben, il est possible de définir de l'énergie potentielle de gravité, qu'on appelle UGI ou UGF. Là, mg fois y, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc ça veut dire que si vous avez un objet qui passe du point A au point B, peu importe la trajectoire là, qui va suivre, peu importe laquelle des quatre trajectoires que vous voyez ici, le travail que la force de gravité va exercer entre le moment où l'objet part du point A et se rend au point B, ça va être exactement la même. Donc que l'objet fasse cette trajectoire-là, ou cette trajectoire-là, ou cette trajectoire-là, ou l'autre ici, ça ne change rien. Si l'objet passe du point A au point B, la force de gravité va avoir exercé un certain travail qui est juste égal à la différence des énergies potentielles. Fait que ça qui est cool d'une force conservative, c'est que le travail qu'elle va faire pendant un trajet, ça va juste dépendre des positions. Juste dépendre des positions initiales et des positions finales. Fait que si vous connaissez la position de YA et de YB, peu importe la trajectoire qui a été suivie, l'énergie potentielle, le travail exercé par la gravité va être exactement le même. Okay? C'est la même chose pour un ressort. Un ressort, si on veut savoir c'est quoi le travail que le ressort a exercé sur un bloc, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est c'était quoi l'étirement initial, c'était quoi l'étirement final de votre ressort. Vous allez pouvoir calculer c'est quoi l'énergie potentielle, là, ou le travail aussi qui a été exécuté par votre ressort, sans avoir vraiment nécessairement besoin de connaître la trajectoire exacte. Qu'est-ce que le ressort a fait? Est-il passé par là une première fois? Est-ce que c'est réétiré, recomprimé? C'est même pas vraiment important. Okay. Fait que ça qui est cool des forces conservatives, c'est que c'est très très facile de calculer le travail qu'elles font dans certaines situations, parce que le travail qu'elles vont faire dépend juste des positions initiales et finales. Les forces conservatives dans la nature, il y en a pratiquement pas. Il y en a seulement trois qu'on connaît. Il y a premièrement la force de gravité, donc l'énergie potentielle gravitationnelle qu'on connaît. Il y a deuxièmement la force exercée par un ressort, qui est une force conservative, c'est-à-dire qu'on peut définir une énergie potentielle du ressort, qui est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. Et il y en a une troisième, qu'on verra pas en physique NYA, mais que vous verrez quand vous ferez votre cours de physique NYB, qui est la force électrique. Donc la force électrique là, qui s'exerce entre deux particules chargées, c'est une force conservative. Donc vous verrez là, quand vous ferez physique NYB, c'est donc possible de définir une énergie potentielle électrique. Vous allez voir ça en physique NYB. Mais en physique NYK, il y a juste deux forces conservatives, la force de gravité et la force exercée par un ressort. Donc les deux seules énergies potentielles qu'on va voir en physique NYK, c'est uniquement l'énergie potentielle du ressort et l'énergie potentielle de la gravité. Donc toutes les autres forces que vous connaissez, là, la force normale, la force de tension, la force de frottement, la force de poussée, là, si quelqu'un pousse sur un objet ou si quelqu'un tire sur un objet, toutes les forces qui sont pas le ressort puis pas la gravité, ça va être des forces qui sont non conservatives. Et une force non conservative, elle, ce qui arrive, c'est que là, le travail que la force non conservative va faire entre le point A et le point B, là, ça va dépendre du déplacement. Pensez par exemple à la force de frottement.
Et si vous avez, là, je sais pas, un bloc qui se déplace sur un plancher entre le point A et le point B, puis admettons qu'il y a un frottement entre le bloc A, entre le bloc et le plancher, bien sûr que si vous faites une longue trajectoire, hein, ben ça va frotter plus, ça va frotter pendant une plus longue distance. Et le travail qui va être exercé par la force de frottement va être plus grande si vous empruntez un trajet qui est plus grand. Alors que si vous empruntez un trajet qui est plus court, le travail fait par le frottement va être plus petit. Donc on comprend que le frottement, ce n'est pas une force conservative. C'est pour ça qu'on dit que c'est une force qui est non conservative. Okay? Mais bref, toutes les forces qui sont pas la force de ressort et pas la force de gravité, c'est des forces non conservatives. Puis quand on a des forces non conservatives dans nos problèmes, là, il faut faire attention, c'est que parfois il faut calculer le travail non conservatif que ces forces-là vont faire, il faut les ajouter, pour les calculer, il faut les ajouter ici dans notre équation. Okay. On va en faire plusieurs exemples, vous allez comprendre le principe, là. Mais c'est ça. Fait que juste rappeler que le principe de conservation de l'énergie, ça sert à analyser, entre autres, là, des situations qui résoudre des problèmes que on n'aurait pas pu résoudre avec les théories qu'on a déjà apprises là, dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Okay. Dans le chapitre 1 et le chapitre 2, on a vu comment résoudre des problèmes pour lesquels l'accélération était constante. Donc, on est capable de faire somme des forces est égal à ma, deuxième loi de Newton, trouver l'accélération. Et si on a un objet qui est uniformément accéléré, puis que l'accélération reste constante, là, on pourrait utiliser les équations du MUA qu'on a vu au chapitre 1. Okay. Mais dans certaines situations, ce qui va arriver, c'est que l'accélération ne sera pas constante. Comme dans l'exemple ici, que j'avais déjà discuté dans les sections précédentes. Si vous avez un bloc qui descend une espèce de pente comme ça, une dénivellation, mais c'est pas un beau plan incliné tout droit, là, c'est une pente qui va changer constamment d'angle. Donc si l'angle change constamment, ça veut dire que, par exemple, la composante de la force de gravité qui attire le bloc vers le bas va changer aussi. En général, là, quand vous avez un bloc qui est sur un plan incliné, la composante là, de la gravité qui attire le bloc vers le bas, c'est mg fois le sin de l'angle, mg fois sin de θ. Θ étant l'angle d'élévation du plan incliné. Si l'angle change tout le temps, ben évidemment, ça va changer constamment la composante de la force. Fait que si la composante de la force change constamment, ça veut dire que l'accélération aussi va changer constamment. Et là, si l'accélération n'est pas constante, on ne pourrait pas résoudre en utilisant les équations du MUA. Par contre, en utilisant l'énergie, la conservation d'énergie, là, ça fonctionne bien. Okay. Donc, c'est ça la spécialité, si vous voulez, la petite particularité du principe de conservation d'énergie, c'est que ça nous permet de résoudre des problèmes, même si c'est des problèmes à l'intérieur desquels l'accélération n'est pas constante. Okay. Donc un bloc qui descend sur une espèce de pente comme ça, là, avec un angle qui change constamment, c'en est un exemple d'un mouvement qui est non uniformément accéléré. Donc un mouvement pour lequel l'accélération n'est pas constante. Un autre bel exemple de ça, c'est tout ce qui a rapport avec des ressorts. Donc, dès que vous avez un objet qui est accroché après un ressort, puis que le ressort se met à osciller ou à changer de direction, de longueur, à s'étirer ou à se comprimer, un ressort, dès que vous changez sa longueur, dès que vous changez son étirement, là, ça change la force qu'il va exercer. Fait que si la force change constamment, ça veut dire que l'accélération que les objets vont ressentir va changer constamment elle aussi, et donc l'accélération n'est pas constante. Fait qu'on pourrait pas résoudre des problèmes de ressort comme ça en utilisant les équations du MUA, les équations du chapitre 1. Ça fonctionnerait pas. Okay? Mais par contre, avec le principe de conservation d'énergie, ça fonctionne. Donc, ce que je vais voir avec vous maintenant, c'est on va regarder les différentes situations qu'il y a dans le livre. On va en regarder plusieurs. Okay? C'est ça un peu l'idée pour devenir bon là, pour résoudre des problèmes de conservation d'énergie. Il faut en voir plusieurs, pour développer une espèce de feeling, une espèce d'intuition de qu'est-ce qui va se passer. Et pour vous aider, vous guider un peu dans le genre de comment résoudre ce genre de problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question. C'est qu'on va toujours suivre ensemble ces étapes-là. La première chose à voir, c'est de regarder le problème, de lire évidemment un petit peu la question, regarder qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche, et se poser ces questions-là. Donc, identifier d'abord toutes les forces qui vont agir sur notre objet pendant qu'il va se déplacer. Et une fois qu'on a identifié toutes les forces, se poser les questions, parmi les forces qu'on va avoir identifiées, lesquelles sont conservatives, lesquelles sont non conservatives. On peut expliquer pourquoi pour être sûr qu'on comprend bien. Et quand ce sont des forces qui sont non conservatives, il faut calculer les travaux qui sont associés à ça. Okay. Et après ça, ben, on peut
définir notre point initial, notre point final, puis essayer de définir c'est quoi ces variables-là. Donc, la vitesse initiale, la vitesse finale, l'étirement initial, l'étirement final, position initiale, position finale. On va avoir besoin de ces données-là. Les vitesses, on en a besoin pour calculer les énergies cinétiques initiales et finales. Les étirements, on en a besoin pour calculer les énergies potentielles de ressort, quand il y en a, et les positions Y, c'est pour calculer les énergies potentielles gravitationnelles. Okay. Donc, comme je disais, on va en faire plusieurs problèmes. On va pas tant que ça s'intéresser à la résolution numérique comme telle, juste vous montrer qu'est-ce qu'il faut poser. Donc, vous allez voir, une fois qu'on a posé nos variables ici, la résolution numérique, après ça, c'est juste calculer. Okay. Donc, on va plutôt se concentrer sur l'aspect réflexion, qu'est-ce qu'on fait là, pour commencer à résoudre le problème, qu'est-ce qu'on doit poser comme variable. Okay. Fait que le point qu'on va regarder ensemble, c'est la situation 3. Fait que le problème est dans le livre. C'est un ressort qui, en fait, c'est un bloc qui est appuyé contre un ressort. On nous donne plein d'informations ici. On connaît la constante de rappel du ressort. On sait que le ressort, il a une longueur naturelle de 25 cm. Donc, quand il n'y a rien qui comprime le ressort mesure 25 cm de long. On le comprime de 5 cm au départ, puis on met une petite balle de 500 grammes contre son extrémité supérieure. Donc, on a comprimé notre ressort, on met notre petite balle là, et on lâche le tout avec une vitesse initiale nulle. Et ce qui va arriver, c'est que la balle va juste se mettre à monter dans les airs et va atteindre une certaine hauteur avant de retomber. C'est ça qu'on cherche. On veut trouver c'est quoi la hauteur maximale que la balle va atteindre par rapport au sol. J'avais programmé une petite animation là, rapide de ça. Ça peut vous aider à visualiser. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Si on laissait ça bouger constamment, là, la balle ferait ça comme ça. Donc, elle s'appuierait contre le ressort, elle rebondirait dans les airs, elle atteindrait une certaine hauteur maximale, après ça, elle se mettrait à retomber, puis là, le ressort se recomprimerait un petit peu et repousserait la balle vers le haut. Donc, ça bougerait continuellement comme ça. Dans un monde idéal où il n'y aurait pas de frottement, c'est sûr que dans la vraie vie, s'il y a un certain frottement, ça va finir par s'épuiser, ce mouvement-là, ça va s'atténuer. Mais dans un monde où il n'y aurait pas de frottement, là, pas de frottement de l'air, pas de frottement de déformation, là, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. C'est ça. Ça nous aide un peu à visualiser la situation. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, on a regardé le problème. On a visualisé un petit peu, on voit un peu ce qui se passe dans notre tête. Fait que là, si on se pose la question, identifier toutes les forces qui vont agir sur la balle pendant son mouvement. Donc, c'est sûr que la balle se déplace verticalement. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir la force de gravité qui va agir sur elle. Et parfois, la balle est appuyée contre le ressort. Donc, le ressort, parfois, il va être comprimé. Donc, il va exercer à ce moment-là une certaine force de ressort sur notre balle. Donc, on pourrait dire qu'on a deux forces qui vont agir, deux sortes de forces différentes. La force de gravité et la force de ressort qui vont agir sur notre balle, ici. Il n'y a pas d'autres forces qui vont agir sur la balle, il n'y a pas de force de tension, il n'y a pas de force normale, il n'y a personne qui va pousser ou tirer sur la balle. Donc, ça se résume vraiment à ces deux forces-là. Maintenant, les forces qu'on a identifiées au numéro A, force de gravité et force de ressort, on peut se demander est-ce que ces forces-là vont exercer, oui ou non, du travail non conservatif dans notre problème. Okay. Ici, c'est le premier qu'on fait, l'exemple est relativement facile, c'est que ça n'en fera pas. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que la force de gravité et la force de ressort, ce sont des forces un peu spéciales, un peu particulières, qu'on appelle des forces conservatives. Et une force conservative, ça a la propriété intéressante qu'on peut définir des énergies potentielles associées à ça. Donc, on peut définir une énergie potentielle associée à la force de gravité et on peut définir une énergie potentielle associée à la force du ressort. Et quand on applique notre équation de la conservation d'énergie, les énergies potentielles de la gravité et du ressort, on les compte déjà. Donc, quand on compte les énergies potentielles, là, quand on calcule les énergies potentielles initiales, finales, ça revient à calculer déjà le travail qui est exercé par ces forces-là. Fait qu'on n'a pas besoin, en plus de calculer le terme là, qui s'appelle le travail non conservatif. Ça fait que ce qu'on pourrait dire, c'est que dans cet exemple-là, la force de gravité, on peut calculer son énergie potentielle initiale et finale. Donc, on va tout comptabiliser son effet là, de la force de gravité quand on va calculer ça. Donc, on n'a pas besoin de calculer de travail non conservatif pour la force de gravité. Même chose pour la force de ressort. Le ressort a de l'énergie potentielle du ressort. Quand on calcule ces termes-là dans notre équation, on tient déjà compte de l'effet et du travail que le ressort a fait dans notre problème. Donc, on n'a pas besoin de calculer de travail non conservatif. Okay.
Ensuite de ça, quand vous arrivez pour écrire vos paramètres ici, ben, c'est important dans votre tête que vous décidiez là, c'est quel point vous appelez le point initial, quel point vous appelez le point final. Okay? Donc ici, on pourrait dire que, quand on lit la question, on disait qu'au début, quand ça commence, c'est ici. Donc on pourrait dire que ça va être notre position initiale, et la position finale qui nous intéresse, c'est quand la balle va avoir atteint sa hauteur maximale. Okay? Là, il faut juste réfléchir un petit peu, être capable de regarder ça va être quoi ces variables-là. Donc, vitesse initiale et vitesse finale, ben, ça va être quoi? Ça va être 0 les deux, parce qu'au début, ils nous disent, quand on appuie la balle puis que ça commence, la vitesse initiale est nulle, donc la vitesse ici est 0, puis on cherche le moment final là, où la balle atteint la hauteur maximale. Donc, quand la balle atteint sa hauteur maximale, c'est qu'elle va s'immobiliser pendant une fraction de seconde avant de recommencer à tomber. Donc, la vitesse au point initial ici et au point final, les deux vitesses vont être 0. Okay. Pour les étirements, dans la situation initiale, donc le point qui est ici, on nous disait que le ressort, on l'avait comprimé de 5 cm. Donc, on aurait un étirement de, une compression, un étirement de moins 5 cm ou moins 0,05 m. Et à l'instant final, ben, le ressort n'est pas étiré, il n'est pas comprimé. Le ressort a juste retrouvé sa longueur naturelle. Donc, l'étirement final, ce serait 0. Donc, on pourrait écrire ça comme ça. Et pour les positions initiales et finales en Y, on se rappelle que ces positions-là, ça va servir à calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. Quand on calcule l'énergie potentielle gravitationnelle, il faut toujours mettre un axe Y positif qui pointe vers le haut. On se définit un endroit qu'on appelle Y égale à 0. Et une fois qu'on a fixé ça, on respecte ça pour aller écrire nos autres positions. Donc ici, le choix le plus simple, c'est probablement de dire que Y égale à 0 correspond au sol, tout simplement. Donc à ce moment-là, on sait que comme le ressort a une longueur naturelle de 25 cm, la position initiale de la balissa est à Y égale à 0,2 m, donc à 20 cm. Ça va être la position initiale. Et la position finale, ben ça, on la connaît pas. Okay? Donc notre Y initiale, c'est 0,2 m, et notre Y finale, on connaît pas. Okay? Donc si vous êtes capable de faire tout ça, là, identifier les fosses, il faut calculer aux besoins du travail non conservatif. Ici, on n'en avait pas de besoin, on n'avait pas à calculer. Puis surtout d'écrire tout ça, là, les paramètres, là, vitesse initiale finale, étirement initial final, position initiale finale. Si vous êtes capable de faire tout ça, après ça, ce qui vous reste à faire, vous avez pratiquement déjà fini parce que vous avez juste à écrire l'équation de la conservation d'énergie. Donc, énergie finale égale énergie initiale, plus le travail des forces non conservatives. Les termes, on peut les développer si on veut. On sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique, plus la somme des deux énergies potentielles. L'énergie cinétique, on sait que c'est 1/2 mv². L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mgy. L'énergie potentielle du ressort, c'est 1/2 kE². Fait qu'on a tout ça pour l'énergie initiale. On a notre terme d'énergie finale qui est tout pareil, mais avec les termes finaux ici. Et on remplace tout ça ici. Okay? Fait que généralement, vous allez tout connaître sauf une chose. Fait que si vous connaissez tout sauf une chose, vous allez être capable de juste isoler facilement là, numériquement, de calculer avec votre calculatrice et de trouver la réponse. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps là, sur la résolution numérique. Là. Si vous êtes capable de poser ces variables-là, vous avez juste à remplacer, isoler, et ça va fonctionner. Okay. OK. On va regarder la prochaine situation, la situation 4. La situation 4 ressemble beaucoup à la situation 3. Donc, c'est encore un ressort avec la balle, tout ça. C'est les mêmes paramètres, c'est le même ressort, la même balle. La seule différence, c'est que cette fois-ci, la balle n'est pas seulement appuyée contre le ressort. La balle est vraiment attachée, là, elle est fixée après le ressort. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand on va lâcher notre balle ici, elle ne va pas aller dans les airs, elle ne peut pas se détacher du ressort. Fait qu'elle va juste monter en restant tout le temps accrochée après le ressort. Donc, elle va atteindre une certaine hauteur maximale, mais le ressort va rester attaché après la balle. Et donc, le ressort va même s'étirer quand la balle va monter plus haut que 25 cm. Okay. Fait que c'est sûr que si on compare les deux situations, qu'est-ce que ça va engendrer comme ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça, c'était la situation précédente, quand la balle n'est pas attachée après le ressort, donc elle peut aller librement là, dans les airs. Alors que ici, si la balle elle est attachée après le ressort, ben premièrement, c'est sûr que la balle ne pourra pas aller aussi haut dans les airs, elle ne pourra pas atteindre une hauteur aussi haute, parce que là, quand la balle commence à monter, le ressort s'étire, puis il tire la balle vers le bas. Okay? Fait que c'est ça,
même si c'est la même balle et le même ressort, on voit qu'il y a quand même une certaine différence là, entre les deux problèmes. Okay. On peut fermer ça. On va tourner ici. Okay. Encore une fois, on se pose la question, c'est quoi les forces qui agissent sur la balle pendant son déplacement? Ben, il y a juste la force de gravité et la force de ressort. Est-ce que ça fait du travail non conservatif? Non, parce que la force de gravité et la force de ressort, ce sont des forces conservatives pour lesquelles on peut calculer les énergies potentielles. Puis quand on calcule ces énergies potentielles-là, on tient déjà compte de l'effet du travail que font ces deux forces-là. Fait qu'on a juste à définir ces paramètres-là, remplacer et résoudre. Ici, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour les vitesses, ça c'est pareil comme tout à l'heure. La vitesse initiale, c'est 0. Puis quand on s'intéresse à la hauteur maximale qui est atteinte, là, ben, la hauteur maximale qui est atteinte, c'est quand la balle a une vitesse de 0 aussi. Fait que les deux vitesses, c'est 0. Ça va. Pour l'étirement, ben, on sait que l'étirement dans la situation initiale, c'est une compression de 5 cm, donc moins 0,05 m. Et l'étirement final, on le connaît pas. C'est une inconnue. C'est quelque chose qu'on va devoir trouver. Okay. Et pour les hauteurs, la hauteur initiale, là, ça va être 0,2 m. Mais la hauteur finale, on la connaît pas. Okay. Et là, le problème, c'est que si on fait juste y aller avec ça, puis qu'on écrit notre équation de la conservation d'énergie, ben vous allez voir, c'est qu'on a deux inconnus. Il y a l'étirement final du ressort qu'on connaît pas, et il y a la hauteur finale par rapport au sol, qu'on connaît pas non plus. Là, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, ça, c'est impossible à résoudre parce que nos profs de maths nous disent là, quand vous avez une équation avec deux inconnus, ça se résout pas, c'est impossible. Okay. » Ben, OK, effectivement, si vous avez vraiment une équation avec deux inconnus, c'est vrai que c'est impossible de résoudre. Sauf que ce qui arrive, c'est que ici, là, si on réfléchit comme il faut, l'étirement final et la hauteur finale, là, le EF et le YF, ben, c'est pas vraiment deux inconnus. Okay. Ben oui, c'est deux inconnus, mais c'est-à-dire qu'on est capable d'écrire une relation algébrique assez simple qui relie ensemble ces deux inconnus-là. Donc, finalement, vous allez voir, c'est que ça va juste tout ça se ramener à une seule inconnue. Si on regarde le schéma, là, YF, c'est la distance qu'il y a entre le sol puis la hauteur finale ici. Et l'étirement final, c'est la distance qu'il y a entre 25 cm et la position finale. Okay. Fait qu'avec un schéma, ça peut aider. Okay. On voit que 0.25 m plus EF, c'est égal à YF. Okay. Donc on aurait pu écrire ça comme ça. On pourrait dire que YF c'est égal à 0.25 plus EF. Ou si on isole EF, on pourrait dire aussi que EF va être égal à YF moins 0.25. C'est deux façons différentes de le dire. Okay. Ici, le plus simple, c'est de poser ça comme ça, parce que comme la question nous demandait de définir c'est quoi la hauteur maximale atteinte par la balle, en fait, c'est qu'on aurait pu exprimer EF en fonction de YF. C'est ce qu'on fait ici. On peut dire que EF c'est égal à YF moins 0.25. On aurait pu faire l'inverse. On aurait pu exprimer YF en fonction de EF aussi. Okay. Mais comme on cherche là, à la fin à trouver YF, on est mieux de s'arranger pour remplacer nos termes EF par YF moins 0.25. Là, dans nos équations, on aura seulement des termes YF et on sera ainsi capable d'isoler YF, puis ça va nous donner directement la réponse qu'on cherche. Okay. Fait que si on y va avec ça, on remplace EF par YF moins 0.25, nos équations, et on prend ça, on écrit nos équations, l'énergie finale va être égale à ça. Vous voyez là ici le terme, là, 1/2 fois K fois EF au carré, on a remplacé EF par YF moins 0.25, et quand on fait ça, on a notre terme énergie finale, on pourrait faire la même chose pour l'énergie initiale qui donnerait juste un chiffre, et pour résoudre ça, ben, ça nous donne une formule quadratique, un terme YF au carré, un terme YF constant et une constante. On résout ça. C'est une formule quadratique. À chaque fois que vous allez résoudre une formule quadratique, c'est normal que ça va donner deux solutions. Et il faut se demander laquelle des deux est la bonne. Okay? 0.2 m ou 0.2875 m. 0.2 m, c'est pas la bonne réponse parce que 0.2 m, ça correspond en fait à la position initiale de notre balle. Okay? Pourquoi ça nous sort ça mathématiquement comme équation? Parce qu'en fait, quand on résout ça, c'est qu'on cherche les deux moments où la vitesse va être égale à 0. Donc la vitesse est égale à 0 quand y est égal à 0.2 m. Et y est aussi égal à 0 quand y est égal à 0.2875 m. C'est pas qu'on avait deux solutions. Nous, on cherche évidemment la position maximale. Donc c'est quand le y est égal à 0.2875 m, donc 28.8 cm, arrondi à trois chiffres significatifs. Okay.
Ça, fait qu'il est un petit peu plus difficile celui-là. Et ce qu'il fallait retenir, c'est que si jamais vous tombez dans une situation comme ça où vous avez deux inconnus, ben réfléchissez un petit peu, puis probablement qu'il y a moyen, là, en regardant le schéma, d'écrire une inconnue en fonction de l'autre, trouver un lien algébrique entre les deux inconnus, de manière à ramener votre problème à juste une seule inconnue, que vous allez être capable de calculer et d'isoler numériquement. Ok, on va faire la prochaine situation, situation 5, donc situation complètement différente. Fait qu'il n'y a pas de ressort dans celle-là, elle c'est un pendule. Okay. Fait que c'est un pendule qui va osciller comme ça, okay, de gauche à droite en décrivant un arc de cercle. On connaît plusieurs choses, on connaît la masse du pendule, on connaît la longueur de la corde qui est 40 cm. On prend le pendule, on le met avec un angle initial, on forme un angle initial de 70 degrés avec la verticale, puis on lâche notre balle. Donc quand on la lâche à une vitesse initiale qui est 0. Vitesse initiale nulle. On veut trouver, là, première question, la vitesse de la balle lorsque la corde va passer à la verticale. Donc, quand notre balle va arriver en bas ici, ça va être quoi la vitesse de notre balle là, à cet instant-là. Okay. Fait que première chose à faire, c'est essayer toujours de développer des bonnes habitudes. Fait que première chose à faire, c'est identifier toutes les forces qui vont agir sur la balle pendant son mouvement. C'est quoi les forces qui agissent sur la balle? Là, si je vous demandais, mettons, tracez-moi un schéma de force, là, ben, c'est quoi les forces qui agissent sur la balle? Il y en a deux. Il y a la force de gravité, qui va agir toujours vers le bas, et la balle est accrochée après une corde, donc il y a une force de tension qui va tirer sur la balle. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de force normale, il n'y a pas personne qui tire, qui pousse là, non plus sur la balle. Fait que ce sont vraiment ces deux forces-là, la force de gravité et la force de tension. Okay. Là, pour ça, il faut se demander les forces qu'on a identifiées au numéro A, est-ce qu'elles vont, oui ou non, exercer un travail non conservatif? Ici, quand on regarde la force de gravité c'est facile parce qu'on sait que la force de gravité c'est une force conservative, c'est pour ça qu'on associe, on est capable de calculer une énergie potentielle gravitationnelle. Donc la force de gravité c'est une force qui est conservative, donc c'est sûr qu'elle ne fera pas de travail non conservatif. La tension, ça il faut faire attention. La force de tension, c'est une force, c'est pas une force conservative, hein, c'est pas la force de gravité, c'est pas la force du ressort non plus. Fait que la tension comme telle, c'est une force qui est non conservative. Fait qu'une force non conservative va probablement ou peut probablement faire du travail non conservatif. Mais pas tout le temps. Ça dépend du problème, ça dépend de la situation. Ça se peut que, comme dans ce cas-ci, vous allez voir ce qui va se produire, là, ça se peut qu'on ait une force qui est une force non conservative. Donc soit une tension, une normale, un frottement, quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui tire sur un objet, mais malgré que ce soit une force non conservative, peut-être que dans certains cas, pour certaines raisons, là, le travail non conservatif va être égal à 0. Okay? Ici, c'est ça qui va se produire. Okay, bon, la force de gravité, on a dit que ça c'est réglé, on calcule l'énergie potentielle, donc il n'y a pas de travail non conservatif. La force de tension ici, ce qui va arriver, c'est que quand on veut calculer la force, le travail, quand on veut calculer le travail qui est exercé par une force, comment il faut procéder, c'est qu'il faut utiliser l'équation de la section 3.1 qui dit que le travail exercé par une force, c'est égal au module de la force fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux, donc entre la force et notre déplacement. Mais ici, ce qui arrive, c'est que quand vous avez un pendule qui se déplace, comme ça, ben, le pendule, lui, il se déplace toujours de manière tangente à un arc de cercle. Alors que la tension, elle va toujours forcer exactement vers le centre du cercle. Donc, ce sera un peu dans la direction du rayon d'un cercle. Puis comme que le rayon d'un cercle et la tangente à un cercle, c'est toujours, par définition, là, à 90 degrés l'un de l'autre, ben c'est que même si on essayait de calculer c'est quoi le travail que la force de tension exerce dans cet exemple-là, ben ce serait 0, parce que l'angle ici, le θ fs, l'angle qu'il y a entre la force de tension et le déplacement qui est fait, c'est toujours 90 degrés. Puis, cause de 90 degrés, ça donne 0. Okay? Donc, là, dans cet exemple-ci, dans cette situation-là, la tension n'effectue aucun travail. Elle effectue un travail qui est toujours égal à 0. Okay? Ce ne sera pas toujours le cas. Ça va arriver des fois que vous allez avoir des tensions qui vont faire des travaux là, qui ne seront pas égales à 0. Des travaux qui pourraient être soit positifs, soit négatifs. Mais dans ce cas précis-là, okay, à cause que la tension est à 90 degrés de notre déplacement, ben, le travail que la tension va faire va toujours être égal à 0. Fait que si c'est un travail qui est toujours égal à 0, on n'aura pas besoin de le calculer, on sait qu'il est égal à 0. Fait que ça ne va pas apparaître comme chiffre dans nos équations parce que c'est un terme qui va être égal à 0. Okay. Voilà.
Et après ça, ben, on essaie de placer nos paramètres ici, donc vitesse initiale et vitesse finale. La vitesse initiale, ça va être égal à 0, parce qu'on a dit que quand on démarre notre pendule, là, on le lâche avec une vitesse initiale égale à 0. Donc V égale à 0. La vitesse finale, quand il va arriver au point le plus bas, on ne le connaît pas. C'est une de nos inconnues. C'est quelque chose qu'on va chercher. Étirement initial, étirement final, il n'y en a pas. Mais il n'y a même pas de dresseur dans ce problème-là. Ça n'apparaîtra juste pas dans nos équations. Maintenant, hauteur initiale, hauteur finale, position YI, position YF. Ben, on se rappelle que quand on calcule l'énergie potentielle gravitationnelle, on est obligé de mettre un axe Y qui pointe vers le haut. Il faut se définir nous-mêmes un endroit qu'on va appeler Y égale à 0. Il faut se fier à cet endroit-là pour définir nos positions ensuite. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Puis une des façons stratégiques, c'est de regarder c'est quoi le point le plus bas qui va être atteint dans votre problème. Et le point le plus bas qui va être atteint, si on appelle ce point-là y égale à 0, ben souvent ça simplifie pas mal les calculs parce que ça va faire en sorte probablement que rien va être négatif. Fait que vous n'aurez pas d'énergie potentielle négative. Tout va se passer dans les positifs. Puis si le point le plus bas, c'est un des points qui est important dans votre problème, comme ici, le point le plus bas, c'est le point qui nous intéresse, c'est le point final. Si ce point final-là est situé à y égale à 0, mais ça va faire en sorte que l'énergie potentielle gravitationnelle au point final va être égale à 0. Ça va vous faire un terme égal à 0 dans vos équations, ça va faire moins de choses à calculer. Ça va être plus facile, moins de termes, moins de chances de se tromper quand on fait les calculs. Donc dans cet exemple-ci, le YF serait égal à 0. Mais le YI serait égal à quoi? Si on dit que YF est égal à 0, YI, ce serait la hauteur de notre balle quand elle est ici, dans la situation initiale. Ça se calcule. Okay? Comment on fait pour le calculer? Il faut faire un petit peu de trigonométrie, il faut regarder notre situation. Qu'est-ce qu'on connaît là? C'est qu'on connaît la longueur de la corde. La corde mesure 40 cm. Et on sait que dans la situation initiale, l'angle mesure 70 degrés. Avec ça, on peut se débrouiller pour trouver c'est quoi la distance qu'il y a entre ici et ici qui correspond là, à la position YI. Comment on peut faire, c'est que la corde, c'est sûr qu'elle va tourner, elle va se déplacer quand le pendule va osciller, mais sa longueur ne changera pas. Sa longueur va toujours rester 40 cm. Donc du plafond jusqu'au point le plus bas, cette distance-là, ça mesure L, ça mesure 40 cm. Pareil comme cette distance-là, c'est la longueur de notre corde. Okay? Il y a un angle ici. Donc on peut se faire un triangle rectangle dans notre tête. Si on calcule L fois cos de θ, ça nous donnerait la petite hauteur h minuscule ici. Une trigonométrie, là, opposée, ben, hypoténuse fois le cos de l'angle, ça donne la longueur du côté adjacent. Nous, c'est pas vraiment cette longueur-là qu'on veut, c'est plutôt cette longueur-là, cette hauteur-là. Okay? Fait que si on sait que de là jusqu'à là, ça mesure L, puis de là jusqu'à là, ça mesure L fois cos θ, ben, la distance entre ici et ici, ça va être juste la soustraction des deux, ça va être L moins L cos θ, qui va me donner la hauteur qu'on a ici. C'est pour ça que j'ai écrit ici là, que la position initiale YI, ça va être L moins L cos θ. Si on remplace par les chiffres, là, ça va me donner 0.263 mètres à trois chiffres significatifs. Puis le Y final est égal à 0 parce qu'au point final, la balle retombe là, ici. Ben, elle arrive au point le plus bas qu'on a défini comme étant Y égal à 0. Okay. Fait que c'est ça ici là, qui est difficile. De regarder le problème, de l'analyser, penser aux forces qui agissent. Est-ce que du travail non conservatif à calculer? Si oui, on le calcule. Sinon, pourquoi? Et poser ces paramètres-là ici. Une fois que ça c'est fait, là, vous avez juste à remplacer les chiffres, créer l'équation. Énergie finale égale énergie initiale plus travail des forces non conservatives. Ici, quand vous allez calculer votre terme d'énergie finale, vous allez avoir un terme en V carré. Quand vous allez calculer votre énergie initiale, tous des chiffres que vous allez connaître, juste à remplacer. Fait que ça vous fait une petite équation très simple avec une seule inconnue VF qu'on isole. Ça nous donne la vitesse. Okay. Ça, c'est le numéro A. Le numéro B, il demandait de trouver c'est quoi la tension dans la corde à cet instant-là. Le numéro B, c'est même pas un problème vraiment de conservation d'énergie. C'est plus un problème là, du chapitre 2. Si on connaît la force qu'on a ici. Alors, en fait, si on connaît la vitesse, on serait capable de trouver c'est quoi la force en faisant un schéma des forces et en appliquant l'équation deuxièmement Newton appliquant un mouvement circulaire. La somme des forces en R' égale la masse fois l'accélération en R', qui est l'accélération centripète. L'axe R' pointe toujours vers le centre du cercle. Donc, on pourrait dire que la tension moins mg égale mv carré sur R, puis là, on pourrait isoler la tension. Okay. Juste pour vous montrer que des fois, vous allez avoir peut-être des problèmes comme ça.
qui est divisé en plusieurs parties. Peut-être que la partie A va se faire par conservation d'énergie. La partie B pourrait se faire juste par 2 éléments de Newton. Il n'y a pas nécessairement de la conservation d'énergie partout. Parfois, il faut aller utiliser là, les lois de Newton ou d'autres théories qu'on a déjà vues auparavant. Okay. Là, on a fait des exemples avec des ressorts. On a fait un exemple avec un pendule. On va voir un autre exemple ici dans lequel il n'y a pas de ressort, pas de pendule. Donc, c'est des montagnes russes. Un petit chariot qui se déplace comme ça, qui descend des petites côtes, qui en remonte d'autres. Donc, exemple un peu différent. Donc, on connaît toutes les informations. On connaît la masse du chariot, 0,1 kg. On sait qu'au départ, il est à une hauteur de 5 mètres, donc il est à sa position initiale, et il va à une vitesse de 3 mètres par seconde. Donc, il n'est pas immobile. Il va déjà à une certaine vitesse initiale, contrairement aux autres situations qu'on a vues précédemment. Et on veut trouver, ça va être quoi la vitesse du chariot quand il va atteindre le point B, qui est à une hauteur de 4 mètres par rapport au sol. On dit que le frottement est négligeable. Okay? Fait, imaginez qu'il n'y a pas de frottement là, entre le chariot et le sol. Là. Le frottement est négligeable. Okay. Fait que si on essaie de réfléchir à ça, c'est quoi toutes les forces qui vont agir sur le chariot pendant son mouvement, quand il va passer du point A au point B? Bien sûr que le chariot, il a une certaine masse, donc il y a un poids, il va avoir une force de gravité vers le bas. Il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de frottement. On le dit ici qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de corde, fait qu'il n'y a pas de tension non plus. C'est quoi l'autre force qu'il va avoir, qui va agir sur notre chariot? C'est la force normale. Hein. Un peu comme quand vous avez un bloc là, déposé sur un plan incliné, il y a toujours une force normale là, qui empêche le bloc de rentrer dans le sol ou dans le plan incliné. C'est la même chose ici. Fait qu'il y a la force de gravité, il va avoir aussi une force normale. Okay. Là, il faut se poser la question de ces forces-là, là, est-ce qu'il y en a qui font du travail non conservatif? Ben, la gravité, c'est sûr qu'elle ne fait pas de travail non conservatif, parce que la gravité, c'est une force qui est conservative, pour laquelle on est capable de définir l'énergie potentielle gravitationnelle. Fait que ça, c'est réglé. La normale, là, il faut se poser la question. La normale, c'est pas une force conservative, hein. C'est pas la force de gravité, c'est pas la force d'un ressort. Donc, la force normale, en général, c'est une force qui est non conservative. Fait que ça se peut qu'une force non conservative fasse un travail non conservatif qu'il va falloir calculer. Sauf qu'encore une fois, cette fois-ci, ce qui va arriver, c'est que la normale, dans cette situation-là, elle ne fera pas de travail non conservatif. Pourquoi? Parce que la force normale est toujours à 90 degrés de la surface, okay? Alors que le déplacement, lui, est toujours parallèle à la surface. Okay? Donc, l'angle, si on essaie de calculer le travail fait par la normale, il faudrait dire le module de la normale fois le module du déplacement fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Donc, l'angle qu'il y a entre la normale et le déplacement. Puis comme on vient de dire, là, le déplacement est toujours parallèle à la surface et la normale elle est toujours à 90 degrés de la surface, elle est toujours perpendiculaire à la surface, donc l'angle entre le déplacement et la normale va toujours être égal à 90 degrés et cos de 90 degrés ça donne 0, donc ça fera un travail non conservatif de 0. On peut donc dire que la normale n'effectue pas de travail non conservatif, fait qu'on n'a pas de travail non conservatif à calculer pour ce problème-là. Okay. Fait que, ça, pour une raison quelconque, là, ça fait en sorte que le travail non conservatif est égal à 0. On va voir des exemples tout à l'heure où ce ne sera pas le cas, mais dans ce cas-ci, c'était le cas. Mettre des paramètres pour ce problème-là, c'est relativement simple, parce que on nous les donne presque directement. La vitesse initiale, c'est 3 mètres par seconde. La vitesse finale au point B, on la connaît pas. Donc, l'étirement initial final, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de ressort là-dedans, dans ce problème-là. Puis les hauteurs, si on vous les donne directement, là, 5 mètres, 4 mètres. Fait que si on suppose que y égale à 0, c'est le sol, on peut dire directement qu'à la position initiale, ici, y vaut 5 mètres, puis à la position finale, yf vaut 4 mètres. Donc, une fois que vous avez ça, puis que vous avez vu qu'il n'y avait pas de travail non conservatif, c'est facile, parce que l'équation, c'est EF égale à EI plus WNC. Si le terme WNC est égal à 0, ça fait juste EF égale à EI, et on remplace. Donc, on a toutes nos données, on remplace, on fait y aller l'un à l'autre. On a juste une petite équation comme ça avec la vitesse comme inconnue, on l'isole. Voilà, ça fonctionne, ça me donne la réponse à ce problème-là. Okay. Ok, donc je voulais faire avec vous montrer là, plusieurs exemples comme ça. On a fait au moins 4 situations. Les deux premières situations, il y avait un ressort. Ensuite de ça, on a fait une situation avec un pendule. Ensuite de ça, on a fait une situation avec un chariot qui se déplaçait sur un rail comme ça.
Et dans les 4 exemples qu'on vient de faire, c'était tous des exemples qui faisaient en sorte que le travail non conservatif est égal à 0. Okay? Soit parce qu'il n'y avait pas de force non conservative, comme dans les 2 premiers cas, il y avait juste la gravité puis le ressort. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas de travail non conservatif. Dans les 2 autres exemples, il y avait des forces non conservatives. Il y avait soit une force normale, comme ici, ou une force de tension, quand il y avait le problème avec le pendule. Fait que oui, c'était des forces qui étaient conservatives, mais en réfléchissant comme il faut, on s'était rendu compte, par exemple, qu'il était toujours à 90 degrés du déplacement, donc il faisait pas de travail non conservatif. Okay. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, euh, les quatre exemples qu'on a vus, c'est des exemples que je pourrais qualifier de, disons, faciles, ou en tout cas plus simple, parce que le travail non conservatif est égal à 0. Donc, ce sera un peu l'équivalent du problème que vous avez ici, le 3.4.15, que je ferai d'ailleurs en exercice dans une prochaine vidéo. Donc, c'est ça. Ça, c'est un exemple où le travail non conservatif va être égal à 0 parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de frottement. Donc, le frottement, on suppose qu'il est... on dit que c'est un plan sans frottement. Donc, fait qu'avec tout ce qu'on vient de voir, les 4 exemples qu'on vient de voir, vous seriez capable déjà de faire le 3.4.15. Okay. 3.4.16, peut-être que vous ne seriez pas encore capable de le faire parce que là, on suppose maintenant qu'il y a du frottement. Et s'il y a du frottement, ben là, ça va faire du travail non conservatif. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, dernier exemple que je veux voir avec vous dans cette vidéo, c'est la situation 7. Okay, la situation 7, c'est un cas un peu plus général, mais un peu plus compliqué aussi, pour la raison, c'est qu'il va y avoir cette fois-ci du travail non conservatif, ce qu'on n'a pas rencontré jusqu'à présent. Okay. Fait qu'on va le regarder ensemble. C'est Albert et Béatrice qui poussent une caisse. Encore une fois, on connaît plein de noms. On connaît la masse de la caisse, 100 kg. On sait qu'ils poussent ça sur un plan incliné qui mesure au total 20 mètres de long, qui est incliné à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Et là, ce qu'on nous explique, c'est que quand on arrive à mi-chemin, là, le bloc va à 3 mètres par seconde. Albert est essoufflé, il forcera plus. C'est juste Béatrice qui continue à monter la caisse toute seule. Puis pour faire ça, elle applique une force de 500 newtons. C'est vraiment Béatrice qui pousse la caisse avec une force F qui vaut 500 newtons, qui est parallèle au plan. Okay. Il y a un frottement cinétique entre le bloc et le plan incliné, et le coefficient de frottement cinétique vaut 0.3. Okay. Donc, il y a plusieurs choses dans ce problème-là qui vont se passer. C'est un bloc qui remonte un plan incliné, il y a des forces qui sont appliquées dessus, il y a du frottement. Okay. Fait que pour ne pas se perdre, pour être sûr de rien oublier, je vous suggère de tout le temps de faire la méthode que je vous ai montrée là, dans les problèmes de tout à l'heure, de se poser les bonnes questions. Okay? Première question qu'on se pose, c'est quoi toutes les forces qui vont agir sur notre bloc dans ce problème-là? Ben, le bloc a une masse, c'est sûr qu'il va y avoir une force de gravité. Okay? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il va y avoir une certaine force normale qui va empêcher le bloc de rentrer dans le plan incliné, donc une force normale. Quoi d'autre? On a Béatrice qui pousse la caisse avec une force de 500 newtons, donc ça c'est la force de poussée. Et quoi d'autre qu'on a? On a le frottement cinétique, qu'on regarde de calculer là, en se servant du coefficient de frottement, donc une force de frottement cinétique. Donc on a nommé 4 forces. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y a pas de force de tension, il n'y a pas de ressort, il n'y a personne d'autre qui tire ou qui pousse sur le bloc. Là, à partir d'ici, c'est seulement Béatrice qui pousse, donc juste une seule force de poussée. Fait qu'il n'y a rien d'autre, mais il y a quand même 4 forces. La force de gravité, la force normale, la force de poussée qu'exerce Béatrice de 500 newtons et la force de frottement cinétique. Okay. Maintenant qu'on a identifié ces 4 forces-là, on peut se demander est-ce qu'il y en a qui vont faire du travail non conservatif dans ce problème-là. Okay. Ben, la force de gravité, c'est sûr qu'elle ne fera pas de travail non conservatif parce que la force de gravité, si on le sait, c'est une force conservative, on calcule son énergie potentielle gravitationnelle. Donc on calcule déjà le travail qui est fait par la force de gravité par l'intermédiaire des énergies potentielles qu'on les calcule. Fait que ça n'en fait pas. La normale, la force de poussée et la force de frottement, ces 3 forces-là, les 3, ce sont des forces qui sont des forces non conservatives. Okay. Donc ces 3 forces-là pourraient, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes là, en faire, mais elles pourraient faire du travail non conservatif qu'on devrait peut-être calculer. Okay. C'est ça qu'il faut se poser des questions et qu'il faut réfléchir. En fait, ce qui va arriver, c'est que, bon, la force de gravité, on a dit qu'on n'en faisait pas. La force normale, elle ne fera pas de travail non conservatif
pour la même raison que tout à l'heure, c'est que la force normale est toujours à 90 degrés du plan incliné et le déplacement du bloc, lui, se fait parallèlement au plan incliné, le déplacement de 10 mètres ici. Donc, l'angle qu'il y a entre le déplacement puis notre force est égal à 90 degrés. Donc, cos 90 degrés, ça donne 0. Donc, c'est pour ça que la normale ne fera pas de travail non conservatif dans cette situation-là. Soit vous dites qu'elle n'en fait pas ou qu'elle en fait un, mais elle fait un travail de 0. Ça vient dire qu'elle n'en fait pas. Okay. Par contre, les deux autres forces, la force de poussée que Béatrice exerce et la force de frottement, ces forces-là, elles vont en faire du travail non conservatif. Puis là, il n'y a pas d'affaire, elles ne seront pas à 90 degrés, elles sont parallèles au déplacement. La force F ici, elle pointe exactement dans le même sens que le déplacement, alors que la force de frottement cinétique, elle va s'exercer dans le sens contraire, mais dans des directions qui sont parallèles au déplacement. Donc, il n'y a pas d'angle de 90 degrés, ça ne donnera pas 0. Ça va donner vraiment des chiffres qu'on doit calculer. Donc justement, la force avec laquelle Béatrice pousse, ça va faire un travail non conservatif qu'il faut calculer. Et pour le calculer, on fait la formule. Le travail exercé par une force, c'est le module de la force fois le module du déplacement fois le cos de l'angle qui entre les deux. La force avec laquelle Béatrice pousse, c'est un module de 500 newtons. Le déplacement, ça va être un déplacement de 10 mètres. Et le cos de l'angle qui entre les deux, ben, la force pointe vers le haut du plan incliné. Le déplacement pointe vers le haut du plan incliné aussi. Puis quand vous avez deux vecteurs qui pointent dans la même direction, ça fait un angle de 0 degré entre les deux. Cos de 0 degré, ça donne juste 1. Donc ça fait 500 fois 10 fois 1. Ça fait 5000 joules. Donc un travail positif, là, plus 5000 joules, qui est fait par Béatrice quand elle pousse la caisse. Et il faudrait calculer aussi le travail non conservatif, qui est fait par la force de frottement cinétique. La force de frottement cinétique, je vais vous montrer tout à l'heure, ça se calcule là, avec le... On peut calculer la force de frottement cinétique, c'est 284 newtons, je vais vous montrer tout à l'heure comment. Donc le travail fait par la force de frottement, c'est le module de la force de frottement, fois le module du déplacement, qui est 10 mètres, fois le cos de l'angle qui est entre les deux. Ici, le déplacement est vers le haut du plan, et la force de frottement cinétique est vers le bas du plan. Donc on a deux vecteurs qui pointent dans deux directions opposées. Ça correspond à un angle de 180 degrés. Et cos de 180 degrés, ça donne exactement moins 1. Donc on a 284 fois 10 fois moins 1. Ça fait un travail non conservatif de moins 2840 joules. Okay. Donc on comprend que la force de poussée va contribuer à augmenter la vitesse du bloc et la force de frottement va contribuer à diminuer la vitesse du bloc comme c'est un travail qui est négatif. Okay? Mais ça, vous voyez, c'est important de les calculer ces deux termes-là parce que ça fait partie du travail, là, du terme dans notre équation, le travail non conservatif. Fait qu'il faut les calculer, ces termes-là, puis les mettre dans notre équation. Et après ça, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a calculé les travaux non conservatifs, il faut essayer de compléter nos petits paramètres ici. Donc, c'est quoi la vitesse initiale? Ben, dans ce cas-là, si on dit que la position initiale, c'est ici, et la position finale, c'est quand le bloc va arriver en haut du plan incliné. La vitesse initiale, c'est 3 mètres par seconde. C'est donné dans la question. La vitesse finale, on la connaît pas. C'est ça la question. C'est quoi la vitesse finale quand la caisse arrive en haut? Les étirements, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a même pas de ressort dans ce problème-là. Et maintenant, les positions initiales et finales. Ça aussi, il faut faire attention, mais ça se fait relativement bien. Ce qu'on est obligé de faire quand on calcule l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est un axe Y vers le haut et définir un endroit qu'on appelle Y égale à 0. Faut respecter après ça cet endroit-là qu'on appelle Y égale à 0 pour aller écrire les autres positions. Puis ce que je vous dis souvent, c'est que la chose qui est stratégique de faire, c'est de regarder votre problème, regarder votre mouvement, regarder votre déplacement. Et souvent, le plus stratégique, c'est l'endroit qui est le point le plus bas dans votre problème. C'est ça qu'on peut appeler Y égale à 0. Fait que dans ce cas-ci, le plus simple, comme on sait que le bloc part de là, puis qu'il va juste monter de plus en plus haut, on pourrait décider d'appeler ce point-là Y égale à 0. Okay. Fait qu'on aurait un YI est égal à 0. Si on pose ça, le YF, ce serait quoi? Ce serait pas 10 mètres. Ce serait juste la hauteur du triangle ici. Fait que ce serait 10 mètres, qui est l'hypoténuse, fois le sinus de notre angle ici, le sin de alpha, ou sin de 15 degrés, qui nous donnerait notre hauteur finale YF. Donc on pourrait dire que Y initial, c'est 0. Et le Y final, ça va être 10 mètres fois le sinus de 15, qui donne 2,59 mètres. Okay. Fait que si vous avez fait tout ça, si vous avez calculé les travaux non conservatifs, si vous avez été capable d'écrire comme il faut vos paramètres ici, ce qui vous reste à faire à partir d'ici, c'est simplement d'écrire l'équation
l'équation de la conservation d'énergie. Donc, énergie finale égale énergie initiale plus travail des forces non conservatives, qui est cette équation-là ici. On calcule tous nos termes, on remplace tout ça, et on connaissait tout sauf la vitesse finale. Donc, ça va juste nous donner une équation algébrique avec une seule inconnue qui est la vitesse finale qu'on peut isoler et calculer assez facilement là, de manière numérique. Okay. Petit bout qu'on avait passé pour pas perdre le fil, c'était comment trouver la force normale. Ça se calcule avec la théorie du chapitre 2. On fait somme des forces en Y qui est à 0, on trouve la force normale. Une fois qu'on connaît la force normale, on sait que la force de frottement, c'est coefficient de frottement fois la normale. C'est ça qui nous donnait une force de frottement de 284 newtons là, que j'avais utilisé ici. Okay, c'est juste le petit bout qui manquait dans l'explication complète du problème. Okay. Ça fait qu'évidemment, ce problème-là était plus difficile que ceux précédemment pour la raison, c'est que dans ce problème-là, on avait du travail non conservatif à calculer. En fait, on avait même deux. On avait le travail non conservatif exercé par la force de poussée et le travail non conservatif exercé par la force de frottement cinétique. Okay. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à faire quand on a des travaux non conservatifs à calculer, parce que ça vient ajouter un terme ici là, qui est pas zéro, qui est des chiffres. Okay. Fait que ça peut vous ajouter des chiffres, peut-être des fois des trucs avec de l'algèbre, si vous avez des inconnus qui se retrouvaient là-dedans. Mais l'équation, vous allez voir là, dès que vous allez faire des exercices de la section 3.4, c'est toujours cette équation-là qu'on va utiliser. C'est ça comme le point de départ. Là. On écrit ça EF égale à EI plus le travail des forces non conservatives. On peut développer nos termes, là, parce qu'on sait que l'énergie, c'est le cinétique plus les potentiels. Et le travail non conservatif, ben, dans certains problèmes, il y en a. Il faut les calculer. Ça dépend des forces qu'on a. Dans certains autres problèmes, il n'y en a pas. Donc, dans les problèmes un peu plus simples, le terme WNC est égal à 0. Il n'y a pas de travail non conservatif. On se retrouve à faire juste EF égale à EI. Mais dans certains autres problèmes un petit peu plus complexes, il y a des termes WNC qu'on doit calculer puis les mettre dans notre équation ici. Okay. L'exercice 3.14.16, c'en est un qui est un petit peu plus compliqué. En fait, c'est le même que celui-là ici, sauf qu'on dit maintenant qu'il y a du frottement. Fait qu'en ajoutant du frottement, ça ajoute du travail non conservatif, ça va complexifier un petit peu le problème. Okay. Je vais probablement le faire aussi, la solution de ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est ça. Donc ça va, en faisant ces vidéos-là, ça va faire le tour là, de la section 3.4. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, ça fait le tour de la section 3.4. Donc, comme je dis, je vais faire peut-être deux petites vidéos là, pour la résolution des problèmes que je vous ai indiqués. Voilà. Donc, bonne journée. À la prochaine.